Eh ben, on va jouer. On m'appelle l'OVNI. Véridique, véridique. On paierait tellement cher pour 1 gramme de rêve, 1 gramme d'étoile. Tu peux pas me dire que c'est pas du beau travail. Je sais que ça retourne son veston. Je reprends le contrôle. Voilà. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Je fais des doigts d'honneur. Je vais pas commencer à philosopher, hein, mais on est tous artistes, hein, si on prend le temps. Même plus je m'étonne. T'as oublié ce que c'était que l'essentiel de la vie, en fait. Quoi, c'est l'argent? Non, le panache. Pour ça que je m'en tape la paume. J'ai la rime, je peux y arriver, ça serait beau. Je cours après le temps, je suis loin de... Pourquoi toujours aller chercher le bonheur ailleurs, alors qu'il est toujours à portée de main? Accueille l'instant. Quand bien même ce n'est qu'une réalisation espoir, donc révélation, donc il reste tout à faire et j'en prends bonne note. Trop d'albums, je sais pas, je trouve ça son match, tu me disais. Un jeune plein de tonus et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons. Que nous visons, une critique, oh le bâtard, que une chaîne ne fit sa tarte. Fais le signe, je le sens pas quand tu dis le rat. À la prochaine, les gars. Bienvenue. Ça va? Impeccable. L'essentiel dans la vie, c'est pas l'argent, c'est le panache. Ouais. C'est quoi ta définition du panache? Je dirais c'est une fulgurance et un abandon à cette valeur qui caractérise notre enfance, qui est l'insouciance. La meilleure des vertus, la suprême. T'arrives à rester insouciant? Non, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment le truc dont on se départit pas de gaieté de cœur, petit à petit, et que tout prête à nous laisser se faire contaminer par une forme de cynisme et tout. Donc, il faut quand même s'accrocher. Et dans notre inévitable et inexorable chute, il y a encore quelques branches auxquelles on se raccroche pour rester accroché à la falaise de l'insouciance. Mais c'est bien dur, car la gravité nous appelle. Quand on connaît le succès, qu'on gagne sa vie avec sa passion, qu'est le cinéma, comment on garde son panache? Comment est-ce qu'on arrive à rester soi-même? Je sais pas, toi, ton préambule, c'est de dire que si on fait de sa passion un métier, inévitablement, on... Non, c'est quand ça nous arrive. C'est très rare, les gens qui arrivent de faire de leur passion leur métier. Ah oui. Et comment on garde le panache là-dedans? Ouais. Au contraire, moi, je trouve qu'il y a encore plus d'opportunités de le laisser s'exprimer parce qu'au travers de ces œuvres fictionnelles et autres, où il y a quand même une réflexion, une mise en scène, donc tu as un contrôle sur ce qui se passe, alors que dans la vie, le contrôle n'existe pas. Et ce contrôle-là, il te permet de mettre en scène des fulgurances panachiques. Ça se dit panachique ou pas? On va parler de panachisme. 23 films en seulement 5 ans de carrière. Tu as reçu cette année le César de la révélation masculine pour Chien de la Casse. Tu es à l'affiche du film de Quentin Dupieux qui fait l'ouverture du Festival de Cannes, mais également à l'affiche de L'Amour ouf de Gilles Lelouch en compétition et qui sortira en salle en octobre. Le deuxième acte de Quentin Dupieux, c'est avec Léa Seydoux, Vincent Lindon et Louis Garrel. On regarde la bande-annonce. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerais trop. Non, pardon, non. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important, et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais c'est ça la vraie histoire. C'est l'histoire de Guillaume. Hein. Si je puis me permettre, Guillaume, l'histoire du film, elle se concentre surtout sur la trajectoire, disons, de Willy, qui est mon personnage, qui est un jeune plein de tonus et qui va vivre tout un tas de retournements plutôt incroyables, disons. N'importe quoi. Non, mais n'écoutez pas ce qu'il raconte. Je veux dire, tout s'articule autour de mon personnage, Florence. Je veux dire, sans elle, il n'y aurait pas l'ombre d'un début d'histoire. D'ailleurs, le film a failli s'appeler Florence et les garçons. Non, mais pour sans vous dire. déconner, fermez vos gueules un peu, là. Le vrai héros, c'est moi.
C'est mon histoire. C'est tout. Tu vois La Vie en rose en ce moment? Je suis content, ouais, de pouvoir exercer cette profession qui s'accompagne parfois de quelques remous, quelques tourments qui rendent impuissants, parfois, et parfois face auxquels on se retrouve un peu déboussolé. Mais et moi, là où je suis content, c'est que le fait de pouvoir avoir une petite exposition, ça permet de rameuter des projets. Et ça, pour moi, qui suis un amoureux sincère du jeu, et ce qui me passionne, je sais, dans l'acting, c'est pas les à côté, et les futilités et les aspirateurs à vanité. Ça te remplit pas d'un sentiment de satisfaction plein et durable. Moi, j'ai envie de faire du classique. J'ai envie de faire des grands films, tu vois. C'est vraiment mon rêve et une obsession qui m'habite. Et donc, ce truc-là, ça me permet de me concentrer sur la seule richesse dont je dispose. C'est celle d'être un amoureux sincère et viscéral du jeu. J'ai l'impression que j'ai comme la gueule d'un chien enragé au fin fond des tripes qui me fait aimer ça pour les bonnes raisons, tu vois. Je sais que je suis passionné du cœur de la pratique. Le deuxième acte, c'est un des plus grands films de Quentin Dupieux. Ah ouais, j'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Ouais. Il a ouvert un arc narratif avec Yannick, de mise en abîme de ce métier et de ce que ça raconte. Là, c'est un film qui raconte des acteurs qui jouent dans un film un peu éclaté et qui se rendent compte qu'ils jouent dans un film éclaté et qui discutent ensemble de toutes les problématiques qui traversent le métier d'acteur. Il y a l'autosuffisance, il y a celui qui pense qu'il va tourner aux États-Unis, il y a celui qui a peur de dire la moindre chose, il y a le personnage que tu incarnes, Willy, qui lui est un peu en mode on peut plus rien dire, donc je le dis quand même. Et il y a Léa Seydoux, à qui ses enfants disent mais actrice, c'est pas un vrai métier, tu fais qu'imiter des métiers. Et ce passage où il y a les enfants de Léa Seydoux qui l'appellent, qui disent actrice, c'est pas un vrai métier, tu fais que d'imiter des métiers, il est hyper intéressant. Est-ce que c'est un vrai métier pour toi? C'est un vrai métier dans le sens où ça demande quand même une assiduité, une rigueur, une discipline qui sont propres d'une activité professionnelle. Si tu veux le pratiquer vraiment de façon régulière et pouvoir évoluer au sein de l'industrie. Donc, en ça, je pense que c'est un vrai métier. Ça exige une somme de travail inconsidérée et incommensurable. Mais il y a aussi un endroit où... en fait, je veux pas encourager, parce que moi, parfois, on me dit ça. Je dis, bah, vas-y, je suis avec des gens, je dis, bah, vas-y, j'y vais, je vais travailler. Genre, ça te lance des regards comme ça, genre le travail, genre comme si c'était pas cette activité-là qui, en apparence, est ludique, en apparence, est futile et légère. En vérité, elle cache des montagnes de travail. Après, montagne de travail que ceux qui la pratiquent, cette activité, ne conçoivent pas comme telle. Parce que si tu pourrais pas consacrer autant d'énergie, et c'est le fait même de pas le ressentir comme du travail, de pas compter ses heures, qui est un luxe et qui peut aussi faire dire que ça n'en est pas du travail. Mais force est de constater qu'on passe un nombre d'heures incalculable à le faire, et qu'il y a quand même des gens qui se cassent la tête à écrire avec la plus grande minutie des scénarios, d'essayer de faire se jouer des trucs, faire se tenir des histoires et tout. Donc, c'est un vrai travail, mais je comprends de l'extérieur que ça puisse ne pas être considéré comme tel. Le personnage que tu incarnes, Willy, était fan d'Arnold et Willy. Ouais. Alors là, tu vas me poser une question. Tu sais que moi, Arnold et Willy, je connais pas bien. Si tu m'embarques sur le sujet, non, mais justement, tu es en train de me présenter une belle planche savonneuse. On va pas aller sur Arnold et Willy, mais on va dire que c'est un personnage qui s'est trompé de héros. Et c'est un personnage qui est en mode on peut plus rien dire. Ouais. On peut plus parler des juifs, on peut plus parler des homosexuels, on peut plus parler des trans. Et c'est un personnage qui va toujours... Du côté de la transgression et du côté du titillage de la limite. Moi, si tu veux mon avis, après, ça reste Quentin, le décisionnaire, qui a
a tenu la plume pour dessiner les contours de ce personnage. Mais il y a un endroit où, pour moi, j'ai l'impression que quand même l'art, c'est le dernier bastion de la liberté, qu'il se doit d'aller à un certain endroit titiller les frontières du bien, du mal, du juste, de l'injuste, et donc, en quelque sorte, servir de poil à gratter, même si tout ça se fait dans des conditions qui peuvent paraître luxueuses et tout. Donc, j'aime pas trop le truc, les artistes, c'est des poils à gratter et tout, parce que poil à gratter en chaussons, c'est comme quand tu dis, moi je disais, je vais rentrer au GIGN à mon père, tu vas d'abord faire le GIGN en chaussons dans le salon. C'est d'abord ça, la première des choses. Donc, je comprends encore une fois la défiance qu'il peut y avoir, mais pour ceux qui pratiquent l'art, même s'ils arrivent à le faire dans les conditions, je trouve qu'il y a la nécessité d'aller tutoyer ces frontières-là et de les interroger. Et après, pour ce qui est de la censure, est-ce que tu parles de la censure, si je ne m'abuse? Ouais. La censure, moi, je pense qu'évidemment, on est tous victimes de la censure, mais que la censure, ça n'a pas qu'une connotation négative, dans le sens où c'est aussi bien de dégraisser le propos, de venir le pondérer, le peser, y apporter de la nuance, etc. Et le fait d'enlever des choses et de se révolter contre ça, je trouve ça bête, parce que, évidemment, que notre parole, elle n'est pas 100% intelligente, évidemment qu'elle contient des petits éléments à mettre au rebut. Donc, parfois, la censure, elle a des effets qui peuvent être bénéfiques. Le personnage de Willy dans le deuxième acte, lui, c'est un pur produit de la censure, parce qu'en fait, il pense qu'aller contre ce qui paraît limite ou interdit est du bon sens. Ouais. Donc, souvent, on voit le personnage qui est ravagé par une certaine censure, alors que c'est juste la norme. Il y a le respect humain, en fait, ça existe. Voilà. On ne va pas manquer de respect à quelqu'un parce qu'il est d'une autre minorité ou d'une autre identité. Oui. Mais parfois, tu sais, tu vas dire un truc, c'est même pas tant pour le contenu de ce que tu es en train de défendre, que juste pour le fait de le dire et d'ouvrir une fenêtre d'interdit qui va déboucher sur un champ infini de rigolade. Par exemple, avec quelqu'un, quand tu crées un espace amical avec quelqu'un, tac, tac, tu commences, tu regardes dans les yeux, tu vois un peu, tu vas te titiller sur certains sujets, tu vas voir les zones dans lesquelles il te suit, vers lesquelles tu peux aller rider avec lui. Et si tu vois que tu peux aller rider vers les interdits, vers les trucs et tout, il y a quand même un espace, comme une bulle de confort. Et l'amitié, j'ai l'impression, c'est comme une bulle d'interdit qu'on s'octroie à deux et dont on ne se tiendra pas à rigueur parce qu'on sait que tous les deux, notre préoccupation première, elle est de laisser place au rire et non pas d'entraîner des mécontentements et tout, parce que je comprends aussi que l'humour pratiqué avec certaines personnes qui sont sensibles sur certains sujets et tout ne puisse pas avoir sa voix au chapitre et qu'on doive rester dans la réserve et conserver la juste solennité. Mais c'est important aussi d'avoir encore quelques petits espaces de liberté qu'on s'octroie à deux et d'aller se vautrer dans les interdits, dans la limite du respect, tu vois ce que je veux dire? Et un interdit verbal, les horreurs qu'on peut susurrer à l'oreille les uns les autres, pour moi, j'y attache pas une gravité. On peut rire de tout tant qu'on n'est pas animé par la haine. Exactement. Tant que ça se fait dans un cadre bienveillant, qu'on est bien installé dans une baignoire de bienveillance, qu'on est à l'aise avec soi-même. Une baignoire de bienveillance. Voilà, une baignoire de bienveillance. On se coule un bain de bienveillance. Non, mais c'est vrai. Parce que avec des bulles un peu. Avec un peu de bulles, effectivement, des bulles qui vont venir agrémenter le tout. Quelle température? La température idéale, je pense qu'elle se situerait autour de 38. Voilà. Les bulles, si elles peuvent venir caresser certaines parties de notre corps, on ne s'y opposera pas. Une petite odeur de bois de hêtre, de hinoki, un petit bois comme ça. Exactement, une odeur qui nous conviendra. Mais je pense que cette baignoire-là, elle est la condition sine qua non au fait de lâcher les rênes de l'humour et d'autoriser toutes les déviances, toutes les déviances s'entend, hein, je mets bien ça sous le truc, mais
mais d'autoriser toutes les extraversions. C'est un film qui va résonner très fort à l'ouverture du Festival de Cannes, parce que c'est un film qui va titiller les interdits, qui parle même de MeToo. Il y a une scène où ton personnage essaie d'embrasser le personnage de Léa Seydoux et fait des rétropédalages extrêmement drôles. Donc c'est un film qui peut même rire de ça. Et c'est un Festival de Cannes sous tension. Avec pas mal de rumeurs qui ont été partout. Ça a commencé le 5 mai dans le Figaro avec cet article « MeToo avant le Festival de Cannes, le milieu du cinéma a des sueurs froides, le Canard enchaîné ». Et sur Internet, une liste de noms présumés a fuité, des gens qui seraient coupables de violences sexistes et sexuelles. Et ton nom a figuré sur cette liste. Comment est-ce que toi, t'as réagi ? Alors, au début, ça provoque un sentiment d'injustice et d'impuissance comme moi. Et là, je précise bien, en préambule, je parle en mon nom propre, d'accord ? Je ne veux pas avoir vocation à être le porte-parole de quoi que ce soit, si ce n'est de moi-même. Mais il y a un sentiment d'impuissance et de colère qui est généré par le fait d'être associé à quelque chose dont on ne sait pas de quoi il retourne, qui n'est étayé par aucun fait, aucune accusation de quelque valeur que ce soit. Et d'ailleurs, j'ai entendu une phrase que je me permets de te répéter, Mouloud, la rumeur meurt lorsqu'elle finit dans les oreilles de quelqu'un d'intelligent. D'accord ? Parce que le fait même de la rumeur, c'est que je trouve qu'elle est initiée par des personnes qui sont habitées par une énergie noire, des personnes maléfiques, malveillantes, profondément malveillantes, qui initient des choses. Et le constat qu'on est obligé de faire, c'est qu'elle prolifère du fait d'inconscients qui répètent des « il paraît que ». Et le « il paraît que » qui est conditionnel, l'étape d'après, ça devient une affirmation, et l'étape encore d'après, ça devient une accusation. Donc c'est une mécanique infernale qui vient tout troubler, causer du remous, etc., alors que tout ça n'est que du vent. Et que comme tout aléa météorologique, on en parle quand on n'a rien d'intéressant à dire, d'accord ? Et tout ça est le fruit d'un certain goût du sang qui anime les gens. Aussi, le fait qu'il y ait une impunité à ce niveau-là, parce que la diffamation, elle peut se faire, et la calomnie, sans qu'il y ait de répercussions et de condamnations qui soient dignes de ce nom, parce que ce que ça coûte aux gens dans leur quotidien et dans leur vie, c'est infiniment de fois supérieur aux condamnations dérisoires sur lesquelles ça débouche. Donc il y a ça. Après, il y a quelque chose que je trouve quand même, c'est que cette rumeur, elle provient d'une préoccupation qui est celle du combat contre toute forme de violence, mais majoritairement faite aux femmes dans le milieu. Et donc quand ça, tu vois, il faut relativiser aussi, il y a des gens qui vivent des situations infiniment de fois plus tragiques que nous, d'accord ? Donc, en ça, il y a quand même un effet positif qui est de rappeler qu'on doit tous être intransigeants vis-à-vis de ces sujets-là, qu'on doit tous s'en emparer, qu'ils sont le fait de tout le monde et qu'on est tous là à s'évertuer, à devoir créer un cadre qui sécurise l'industrie et qui permette de pratiquer cet art qui est merveilleux et qui est porteur de joie dans les conditions les plus confortables et les plus assainies. Et donc, en ça, c'est juste, c'est bien qu'il y ait ce truc-là, parce qu'il rappelle ce truc-là, cette préoccupation-là, et ça permet, tu vois, et ça accélère la mise en place de plein de mécanismes, comme le fait qu'il y ait... par exemple, nous, on a produit un film avec la société Lipsum, qui s'appelle Olivia, et donc il y avait une scène d'intimité qui devait se jouer dernièrement. Et bien, le fait qu'il y ait une coordinatrice d'intimité qui vienne encadrer tout ça, qui vienne encadrer un baiser, qui vienne dire « OK, la bouche, si on la met là, ça ne dérange pas. Donc, si la langue sort, OK. » La fille avec qui je faisais ça, Nix Le Courmention, à qui on passe une belle salutation, on se disait « OK, si je mets les mains là, ça ne te dérange pas » et tout ça. Et ça a permis de créer un climat qui était rassurant pour tout le monde. Donc, la racine de ce virus-là qui est la rumeur, la racine sur laquelle on doit s'appesantir, cette racine-là, elle est primordiale et cruciale. Et donc, c'est important que ces sujets-là ils soient mis sur la table, tu vois.
C'est important d'avoir une pensée avant tout aux victimes, parce que c'est Exactement. la base de ce La moment. base de ce truc-là, c'est qu'il y a des vrais gens qui sont victimes de vraies choses et que ceux qui se rendent coupables d'horreur à leur endroit, ils doivent nécessairement être condamnés et mis hors d'état de nuire, en fait. Ça, il n'y a même pas l'ombre d'un doute à ce sujet-là, tu vois. Mais quand on a 33 ans, qu'on sort de ce qu'on a appelé l'année Quenard dans le cinéma, et qu'on voit son nom, comment on réagit? Comment les proches se comportent? Comment est-ce que toi, tu dors? Comment est-ce que... Moi, déjà, je dors comme un loir sur mes deux oreilles parce que mon esprit il est au clair et il est tranquille à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est d'un niveau de perniciosité qui est cataclysmique et qui crée des conditions de travail et de vie. Et encore une fois, je relativise. Il y a des gens dans le monde qui parsèment cette terre, qui sont victimes de situations infiniment de fois plus tragiques, d'accord? Donc, je ne suis pas là en train de me présenter comme une victime, tu vois. Et d'ailleurs, il faut plus, je pense, dans la vie, avoir à l'esprit de se présenter comme un champion que comme une victime, tu vois. C'est la première des préoccupations. Mais je trouve quand même que plutôt que de s'attarder à vouloir faire tomber tous les hommes et à les mettre dans le même sac et tout, il faut mieux s'attarder à faire monter des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est nécessaire. Et parce qu'en fait, moi, je pense que la racine de ce truc-là, je te le dis comme je le pense, Mouloud, c'est la fainéantise. C'est genre l'absence de travail qui fait qu'il y a des gens qui se retrouvent dans une situation où, malheureusement, ils n'arrivent pas à accomplir certaines choses. Et si, toi, en regard... Et aussi, c'est alimenté par le fait de ces expositions un peu omniprésentes et permanentes et tout. Mais si tu arrives à accomplir des choses dont eux rêvent, pour leur cerveau, pour leur conscience, il est plus confortable de l'attribuer, la réussite, à des additifs, à la cocaïne, à des pratiques obscures. Ils boivent du sang d'enfant, ils brûlent des cercueils de nourrissons, je ne sais quelle excentricité impensable, que de se remettre en question et de se dire « Ok, là, la première des nécessités, la valeur suprême dont je dois à nouveau me laisser... par laquelle je dois à nouveau me laisser embarquer, c'est la besogne et la nécessité de travailler avec application parce qu'il y a zéro secret. Et je sais que ce milieu-là, il est entaché par une image d'ultra négativité vis-à-vis des drogues, du sexe, etc. Mais moi, je n'y vois que des travailleurs. Tu vois, dans les gens que je rencontre au quotidien, l'immense majorité des gens qui composent ce milieu, tu vois, quand je vois Jonathan Cohen, par exemple, c'est des gens qui travaillent jusqu'à 2h du matin d'arrache-pied. Il doit en être de même de Pierre Ninet, de Gilles Lelouch. C'est des gens qui sont obsédés par le travail, obsédés par la pratique de leur art et qui s'y consacrent corps et âme. Donc, il ne faut pas gâcher ce trésor. Après, encore une fois, s'il y a des actes qui sont commis, que c'est avéré, que c'est motivé, que c'est étayé, il doit y avoir une forme d'intransigeance à ce sujet. Mais on ne doit pas se laisser contaminer et on doit en ressortir plus fort. C'est un vent, c'est peut-être que le ragot, il est consubstantiel de l'activité d'artiste et il est propre au fait même d'être exposé. Donc, essayez de prendre du recul à ce niveau-là et de ne pas sombrer dans une forme de colère noire et convertir justement cette énergie noire, qui encore une fois, elle mérite d'avoir pour initiateur des préoccupations qui sont nécessaires, d'accord? Parce que le harcèlement, toute forme de violence, c'est des choses qui sont des sujets sérieux, qui doivent être traités avec la plus grande rigueur dont ne font pas preuve des tweetos, d'accord? Ne serait-ce que s'informer sur Twitter, pour moi, c'est déjà exprimer le désir inconscient de faire de son cerveau une marmite de merde, ok? C'est pas genre le bon endroit. Et d'ailleurs, cette rumeur n'a été reprise par aucun journal digne de ce nom, avec des journalistes, parce qu'il ne faut pas tout mettre dans le même sac, qui sont sérieux, minutieux, qui sont animés par une déontologie, un sens de l'éthique, et qui présentent, par respect pour leur auditoire et leur audience, des faits avérés et vérifiés. D'accord ? Le travail d'investigation, il doit être fait avec sérieux. Et combattre le harcèlement, c'est courageux, c'est nécessaire, mais ça ne doit pas avoir pour effet d'en initier d'autres, des harcèlements. Parce que les gens qui sont l'objet de la rumeur, au final, ils sont victimes d'une forme de harcèlement.
D'accord? Ça veut dire 10 personnes par jour qui t'appellent, des amis qui te convoquent et qui disent « T'es sûr que t'as rien fait ?» Tu vois? Ça veut dire ces choses-là, ça veut dire des gens qui parlent à ta famille, ça veut dire des contrats qui sont entachés, des gens avec qui on travaille, qui en viennent à être contaminés par une espèce de suspicion malsaine et malencontreuse et qui après font machine arrière en s'excusant et en regrettant d'avoir, ne serait-ce que, tu vois, de t'avoir suspecté un instant. Donc, il y a tout ça qui est mélangé. OK, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, on en ressortira plus fort. Il faut convertir cette énergie noire en une puissance lumineuse, parce que c'est ça. Nous, on fait le métier d'artiste, c'est pour être bien, c'est pour être des gars bien. C'est pas pour... moi, je fais pas ça. Je t'ai dit, je m'en tape un rein des à côté, d'aller sur un tapis rouge sourire. Ça ne me remplit pas de joie. Moi, mon trésor, c'est d'aimer le jeu et de vouloir pratiquer cet art avec la ferveur que j'y consacre. J'ai tout sacrifié. D'accord? J'ai tout sacrifié. Mon entourage en soit témoin. J'ai fait plus de 40 courts-métrages. J'ai fait des petits rôles à tire-larigot, d'accord? Jusqu'à ce qu'on me fasse le cadeau. Et c'est pour ça que je remercie des gens comme Quentin Dupieux, comme Jérémy Rosan, comme Jean-Baptiste Durand, comme tous ces gens qui m'ont confié des rôles d'importance au sein de leurs œuvres. Mais j'ai tout sacrifié. C'est pas pour... Au début, t'arrives, on te parle de ton accent, qui... peut en étonner, interloquer certains. Après, on te dit, tu as de la chance, c'est arrivé vite. Alors que toi, ça fait 10 ans que tu travailles d'arrache-pied et que tu es dans une démarche qui est tournée vers une forme de pureté et vers une forme de pratique quasiment religieuse, parce que c'est presque entré en religion, en vérité, la pratique de ce métier. Et après, encore une fois, après, on te dit que c'est allé trop vite, tu as de la chance. Et maintenant, on te dit, genre, tu es associé à une liste de potentiels malfaiteurs dont on ne sait rien, dont on ne dit rien les concernant. Mais voilà, on te jette en pâture. Non, c'est pas normal. Il y a un endroit où il faut redescendre sur Terre. Ça, c'est du vent. Comme j'ai dit, c'est de la météo. C'est les gens qui n'ont rien à dire qui s'en emparent. Le reste, c'est terminé, frère. J'aimerais qu'on parle du travail. Ouais. Et la profession t'a récompensé cette année, on regarde. Moi, j'ai une phrase que j'ai entendue qui dit que nos vies, elles sont jalonnées de souffrances et de chagrins, mais la plus terrible d'entre elles, c'est de nous voir chaque jour nous acharner à étouffer le petit enfant qui est en nous. Et grâce aux scénaristes et aux réalisateurs qui nous ont donné leur confiance, il y a aussi une petite phrase de Christian Bobin que je me permets de donner parce qu'elle est particulièrement goûtue, qui dit que les enfants sont à une cloison de papier à cigarette de la vérité. Et les cinéastes qui nous donnent le champ libre pour venir gesticuler dans leurs univers, et donc je tiens à remercier cette année particulièrement Jean-Baptiste Durand, Quentin Dupieux, Jérémy Rosan, Marie-Garelle Weiss, Jeanne Herry, et tous les réalisateurs qui m'ont permis de venir chez eux. Ah, j'attends la petite musique pour accentuer le côté émotion. Et moi, on va s'amuser, ça commence maintenant. Moi, je voudrais remercier les gens, à savoir les deux êtres les plus chers de ma vie, mon frère et ma petite sœur, ainsi que mon petit sapajou, ma grand-mère, ma mère, mon père. En tant que petit-fils de paysan, je voudrais dire une chose, c'est que la culture, comme tout le reste, elle dépend et elle n'est rien sans l'agriculture. Et donc, je voudrais dire un merci et un respect infini à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied pour nous donner chaque jour, nous offrir le luxe de remplir nos estomacs avec des bons fruits, des bons légumes, des bons céréales, de qualité française. Donc vive l'Académie, vive la France, avec César et vive mes amis d'enfance. Moi, j'étais très ému quand tu as reçu ce prix-là parce qu'en fait, je voyais que c'était un gars qui avait attendu son moment. Et c'est un sentiment que doivent connaître tous les comédiens, toutes les comédiennes. C'est un métier de moment. Et là, on sentait que ton moment était arrivé, en fait, et que tu le savourais. Là, de le revoir, ça se voit que tu savoures encore. Moi, je suis trop content parce qu'il y a un endroit où ça justifie les milliards d'heures que tu y consacres. Moi, j'ai été élevé avec une phrase genre, qui est « Attention, le travail, c'est le plus proche voisin de la réussite. » C'est à ça qu'on doit se consacrer. Et c'est vrai que je m'y suis consacré, comme je te dis, avec une ardeur sans nom et tout. Donc, je suis content s'il peut y avoir sur le chemin
des endroits où tu capitalises et où ton cœur te dit « Ok, pour moi, je prends ça, la vérité, comme un encouragement. » Et comme je l'ai dit d'ailleurs dans le discours, c'est un prix qui récompense l'arrivée, puisqu'il s'agit d'une révélation. Donc tout le reste du chemin, il reste à accomplir. Moi, comme je te le dis, les œuvres et les artistes, tu vois, les Sacha Guitry, les Louis de Funès, les Gabin, les Ventura, les Yves Montand, les Belmondo, tous ces gens que j'ai et qui peuplent mon panthéon, ils ont accompli des œuvres qui sont tellement grandioses, tellement titanesques, tellement larges, tellement pleines et remplies de tout ce qu'ils ont eu à y mettre et du temps sur lequel cette œuvre s'est construite, que je sais très bien que pour l'instant, ça n'est que les balbutiements, c'est le départ. Il faut encore œuvrer et batailler pour pouvoir progresser petit à petit et que tout ça se fait marche après marche. Et j'ai pas de souci avec ça. Et j'aime même cette progressivité et ce besoin de devoir répéter. Il y a un endroit, tu vois, parce que les gens, ils veulent tous la vie de Cristiano Ronaldo, mais personne veut se lever de son lit et faire 5000 abdos, tu vois, et arriver. Sauf toi, Mouloud. Bah, évidemment. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Je fais que ça. Tu te lèves en crunch, t'es déjà en crunch d'ailleurs, avant même de te réveiller, Voilà, parce que dans ton rêve, t'es déjà en train de faire du sport. 5000 abdos, 50 000 McDo, c'est ça ma routine. C'est la meilleure routine du monde, celle-là. On allait faire un tour sur tes réseaux, c'est le clic sûr. On a cliqué sur vous, Raphaël Quenard, et sur vos réseaux. Non mais allô mec, on l'a déjà fait Quenard cette année. Tu ressors tes papiers là ou quoi? Pas du tout. Non mais désormais c'est Raphaël Quenard, l'acteur star sur lequel on a cliqué. Allez, on est parti. Celui qui est devenu un sexe symbole. Celui dont le discours au César a été repris par tous. Avec des bons fruits, des bons légumes, des bons céréales. D'ailleurs, preuve que vous êtes désormais un acteur qui pèse. Sur les réseaux, on trouve beaucoup de dessins de vous. Bon, certains font flipper. Et comble du succès, vos rôles sont repris, notamment celui d'Yannick, dans une version encore plus cringe que la vôtre. Oh, excusez-moi, non, parce que là, là, j'aime pas du tout là, ce que vous faites là. Non mais la lourdeur. Sur les réseaux, on a vu l'acteur apprécié de tous. Un acteur qui sait d'où il vient et qui en parle souvent. Ouais, on connaît presque mieux votre mamie que vous. Paris Match, il y en avait beaucoup chez ma grand-mère. Nous, on allait souvent chez ma grand-mère et ils nous achetaient des Smarties. Ils donnaient à ma grand-mère sur le casting, ils ont dit en fait merci mamie. Un acteur simple, sauf quand il doit définir le cinéma en un mot. C'était un petit papillon qui voltait comme ça au-dessus du plateau. On essaye avec notre filet à papillon à attraper pour la saisir et qu'on est tous là en train de vivre une forme de vie sublimée. Mais la simplicité, c'est dans vos petits bonheurs. Le meilleur endroit où aller pour se changer les idées. C'est un parc qui s'appelle le parc Michal. Ah oui, bah un parc dont vous nous aviez déjà parlé avec plus de détails. De partir au parc Michal, un léger vent frais, baisser de pantalon, un petit caca avec la brise fraîche qui vient nous caresser le 35 plis. Bon, les vacances et le beau temps arrivent. Du coup, si vous passez par JR, vous croiserez peut-être Raphaël. Raphaël, il nous reste très peu de temps ensemble. Tu parles des grands films que tu aimerais faire. L'amour ouf de Gilles Lelouch s'annonce comme un très grand film. Est-ce que c'est une nouvelle marche pour toi? Alors attention, moi je tempère mon impact sur ce film parce que moi j'ai un petit rôle. Mais ils sont délivrés au sein de ce film des prestations d'ampleur, notamment Mallory Vanek, Adèle Exarchopoulos, qui délivre une vraie masterclass, François Civil, il y a l'abnégation, tous les rêves de Gilles et tout qui sont dedans, la puissance visuelle de l'œuvre qu'il a bâtie et tout. Pour moi, c'est un grand film. Il va falloir que le public s'en empare et en fasse ses choux gras. Mais avant ça, il y a un chef-d'œuvre, attention Mouloud, qui s'appelle Le Deuxième Acte et qui, lui, est un très, très grand film de dialogue composé de performances et de sujets qui sont tous plus succulents les uns que les autres. Moi, je te le dis, celui-là, c'est de la rigolade à tous les étages, ce film. Merci beaucoup, Raphaël.